Si je te dis coup de chaud, coup de chaleur, est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Allez, tu sais, cette sensation avec les jambes en béton, cette sensation d'être totalement à l'arrêt, avec le cœur qui s'emballe, le souffle court et cette impossibilité de manger quoi que ce soit pour essayer de se sentir un petit peu mieux. Ça te revient maintenant? C'est ça le coup de chaud. Dans cette vidéo, je te propose de partir à la découverte du fonctionnement du coup de chaud, comment il arrive, mais surtout comment l'éviter, comment le prévenir, comment s'habituer à la chaleur, comment s'acclimater à la chaleur, et même, en petit bonus, comment légèrement augmenter ses performances. Tu as certainement vu passer des vidéos, des articles sur le heat training, l'entraînement à la chaleur. Et tu as donc vu des athlètes s'entraîner habillés comme en hiver avec des combinaisons de sudation sur home trainer, sur tapis roulant. Et qui utilisent notamment ce petit capteur et tu te demandes à quoi ça sert. Et souvent, le heat training est vendu comme l'entraînement en altitude du pauvre. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, mais surtout, le heat training permet de s'habituer à la chaleur. Et on va voir dans cette vidéo comment ça peut être très utile pour nous en gravel, en bikepacking et en ultra. Le coup de chaud, c'est un déséquilibre entre la chaleur produite par le corps et la capacité du corps à évacuer cette chaleur. Si on prenait un exemple concret, on pourrait se dire que le corps, lors d'un effort, est une usine qui va produire et qui va dépenser. Le coup de chaud, c'est lorsque les dépenses liées à l'évacuation de la chaleur sont largement supérieures à la production d'énergie mécanique. Ça coûte plus cher que ça ne produit, et là, c'est le dépôt de bilan. Lors d'un effort à vélo, par exemple, la contraction musculaire va provoquer un afflux de sang vers les muscles pour les nourrir. Et la chaleur dégagée par cette contraction musculaire fait monter la température du sang, mais également fait monter la température interne du corps. Cette élévation de la température interne va déclencher les mécanismes de thermorégulation. Et cette thermorégulation se fait avec 3 mécanismes. Ces 3 réactions, tu les connais très bien. La première, c'est l'augmentation du débit sanguin. Le cœur va battre plus fort et plus vite, tout simplement pour envoyer du sang à la fois vers les muscles, mais également vers la surface de la peau pour rafraîchir le sang chaud du noyau, on pourrait dire, vers la surface de la peau. Le deuxième mécanisme, c'est la vasodilatation, donc l'augmentation de la taille des vaisseaux sanguins à la surface de la peau pour accueillir cet afflux de sang chaud qui va venir se rafraîchir à la surface de la peau par un mécanisme de convection que l'on connaît très bien à vélo. Imagine, tu viens de monter un col, tu es en sueur, tu attaques la descente et là tu as un petit vent frais qui vient te rafraîchir la peau. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et bien c'est ça la convection. Le troisième mécanisme qui est utilisé par le corps pour évacuer la chaleur, pour refroidir sa température interne, c'est la sudation, la sueur, la transpiration. Donc le troisième mécanisme, c'est la sudation par vaporisation de la transpiration pour évacuer la chaleur. Et on le voit très bien lorsque l'on fait du sport. On transpire un petit peu, on a chaud, on est bien, mais si on est trop couvert, s'il fait trop chaud dehors, et s'il y a une combinaison entre mauvaise tenue vestimentaire, effort intense, et chaleur externe un petit peu trop élevée, et bien là c'est le coup de chaud. Donc en termes de plage de température, on peut dire que la température idéale pour produire un effort, la température interne du corps, c'est 38,5. Là, les comptes sont à l'équilibre. Le corps produit de la chaleur, il produit des contractions musculaires et il produit de la chaleur, mais le corps est aussi capable d'évacuer cette chaleur. Entre 38,5 et 40, là ça se complique un petit peu. Les comptes commencent à plus être vraiment à l'équilibre et on appelle ça la tension thermique. Ça commence à être un petit peu tendu, pour faire un mauvais jeu de mots. Ça commence à être un petit peu chaud et à partir de 40, alors là, c'est le coup de chaud. Et 40 degrés, c'est la température à laquelle on peut diagnostiquer un coup de chaud. Là, les comptes sont carrément déséquilibrés. Ça coûte beaucoup plus cher que ça rapporte. Encore une fois, c'est le dépôt de bilan. Et en plus, cette sensation de chaleur, ce coup de chaud, tu l'as vécu, on a tous entendu des témoignages comme ça, s'accompagne souvent d'une impossibilité à s'alimenter. On a combien de fois on a entendu « j'ai crevé de chaud et en plus, je n'arrivais plus à manger quoi que ce soit, donc j'avais faim, j'avais chaud, j'avais soif et il n'y a plus rien qui rentrait. J'ai été obligé de m'arrêter, j'ai abandonné, etc. » On connaît ce refrain par cœur. Et la raison, elle est toute bête. On l'a vu avec la vasodilatation et l'augmentation du débit cardiaque. Lorsque l'effort augmente, il y a un afflux de sang vers les muscles, la température monte et le sang est envoyé alors
vers la surface de la peau, et bien tout ça, ça fait moins de sang disponible pour le tube digestif. Et la réaction, c'est que plus rien ne rentre, plus rien ne passe. C'est cela qui entraîne cette sensation de nausée, de haut le cœur, cette impression d'estomac un petit peu fermé, d'où cette impossibilité de s'alimenter et de s'hydrater. Et en plus de tout ça, le cerveau va envoyer des messages de protection, de survie pour limiter le recrutement musculaire, pour limiter l'effort, pour limiter la production de chaleur, qui va favoriser un petit peu le ralentissement de l'allure, voire même l'arrêt de l'activité, temporaire ou définitif, et surtout aller chercher de l'ombre, aller se rafraîchir. C'est pour cela que lorsqu'il fait très chaud, on a une tendance bien naturelle à vouloir s'arrêter à l'ombre, à mettre la tête dans une fontaine, à s'asperger, tout ça pour essayer de faire rebaisser la température corporelle interne. Ces messages de protection, ces messages de survie ne sont pas là pour faire joli. La surchauffe, l'exposition à la chaleur est la troisième source de décès chez le sportif en activité, avec 27% des causes de mortalité chez le sportif pendant une activité sportive. Donc la chaleur, ce n'est pas anodin. Dépasser les 40 degrés de température corporelle, ce n'est pas bon du tout pour la santé. D'où cette importance de bien reconnaître les signes avant-coureurs d'un coup de chaud et éventuellement aussi de s'acclimater à la chaleur et d'habituer le corps à évacuer la chaleur. Les signes avant-coureurs d'un coup de chaud, on les connaît. La transpiration est abondante, le rythme cardiaque est élevé et a tendance à s'emballer, le souffle est court, on a une impression subjective que l'effort à produire est beaucoup plus pénible que d'habitude. On peut même avoir, et ça c'est paradoxal, une sensation de chair de poule alors qu'il fait chaud et ce besoin de se couvrir alors même qu'il fait chaud et une fatigue disproportionnée par rapport à l'effort fourni. Les facteurs qui vont favoriser l'apparition d'un coup de chaud sont une déshydratation évidemment, ne pas boire, porter des vêtements trop chauds, trop épais, non respirants, donc une tenue pas adaptée, mais également un effort trop soutenu dans une ambiance trop chaude, un manque de sommeil et un état de stress et éventuellement un dysfonctionnement de la fonction des glandes sudoripares qui ne vont pas être capables de produire suffisamment de sueur pour refroidir le moteur. Hors protocole de heat training et d'acclimatation à la chaleur, il est très facile de se prémunir du coup de chaud. Pour cela, il faut s'hydrater en bonne quantité et complémenter avec des électrolytes. Par exemple, en comprimé, comme ceci, très bien à la maison mais pas très pratique en bikepacking parce qu'avec les vibrations, ça a tendance à réduire les comprimés en poudre, ou alors directement en petits sticks comme ceci. Éviter les heures chaudes évidemment de la journée. S'il n'y a pas le choix, notamment en bikepacking et en ultra, réduire son allure pour éviter de ne pas trop faire monter le rythme cardiaque, limiter la contraction musculaire et donc la production de chaleur. Et bien entendu, le plus important, c'est d'être à l'écoute des sensations, d'être attentif aux signaux envoyés par le corps. On parle souvent du mental, mais on oublie souvent que le mental, c'est aussi la capacité à prendre les bonnes décisions sous charge, sous fatigue. Et donc, dans ce contexte-là, ça peut être ralentir son allure, porter une tenue adaptée ou même s'arrêter un tout petit peu pour se rafraîchir. Et si l'on aime les données factuelles, un capteur de puissance, un capteur de température corporelle ou même tout simplement de fréquence cardiaque vont apporter des chiffres visuels, des chiffres factuels donc, qui vont permettre de prendre la bonne décision. Si l'on n'est plus capable de produire la même quantité de watts, si l'on voit que la fréquence cardiaque a tendance à s'emballer, si l'on constate que la température corporelle est autour de 39,5, eh bien c'est le signe indiscutable que le coup de chaud est en approche et est en train de s'installer et qu'il faut faire quelque chose le plus rapidement possible. Donc tu peux retenir ces chiffres. 40 degrés, c'est la température interne corporelle à partir de laquelle on va pouvoir diagnostiquer un coup de chaud. Un tiers des décès sont dus à la chaleur chez le sportif en activité, 27% des décès. Pour une quantité d'énergie X utilisée pour produire un effort, pour produire une contraction musculaire, le corps va dissiper 75 à 80% de cette énergie sous forme de chaleur. Donc le corps est hautement imparfait avec la dissipation de la chaleur, d'où l'importance de mieux apprendre au corps à dissiper cette chaleur. 1% de la masse d'eau du corps provoque une augmentation de la température corporelle de 0,22 degrés. Et si l'on n'avait pas de mécanisme de thermorégulation, il suffirait de 25 minutes à un effort soutenu pour passer de 37 à 42 degrés. Et lorsque l'on dit s'habituer à la chaleur, s'acclimater à la chaleur, ça veut dire quoi ? Quel est le lien avec ce petit capteur que l'on voit autour du torse des athlètes
qui font du home trainer, du tapis de course en combinaison de sudation ou avec des vêtements d'hiver. Quel est le lien? Et à voir les articles et vidéos qui sont sortis ces derniers mois, on a l'impression que le HIIT training est un truc à la mode et un truc récent. Oui, c'est à la mode, mais non, ce n'est pas récent du tout. Et si on remonte dans les années 1920-1926, en Afrique du Sud, dans les mines d'or, eh bien justement, c'est à ce moment-là que, après différentes vagues de décès dues à la chaleur et l'effort fourni dans les mines par les mineurs pour extraire l'or, les compagnies minières ont demandé à des médecins de se pencher un petit peu sur la question. Non pas par souci de la santé des mineurs, mais tout simplement parce que chaque décès faisait baisser la productivité du jour. Et donc à partir de 1926, on voit de nombreux médecins se pencher sur l'acclimatation à la chaleur, dresser les premiers protocoles un petit peu rudimentaires d'acclimatation à la chaleur. Également, la Seconde Guerre mondiale va apporter son lot de contributions, mais c'est surtout en 1964 et les Jeux de Tokyo que justement les scientifiques, les physiologistes de l'époque vont faire la synthèse de ces protocoles miniers, de ces protocoles militaires, pour utiliser ça avec les athlètes. À partir des années 90-2000, la découverte du concept d'expansion du volume plasmatique a ouvert la voie à la performance sportive. Le volume plasmatique, c'est quoi? C'est la partie liquide du sang qui vient contenir les nutriments, glucides, lipides, protéines, etc., les électrolytes, sodium, potassium, magnésium, des hormones, tout un tas de trucs. Et donc ça, c'est la partie liquide à partir de laquelle est fait, on l'a dit tout à l'heure, la transpiration. Et on l'a vu tout à l'heure, les mécanismes de thermorégulation vont mettre la quantité de sang et donc de volume plasmatique à rude épreuve avec la répartition entre les muscles, le tube digestif et la peau. Et justement, l'adaptation à la chaleur, l'acclimatation à la chaleur va provoquer une expansion du volume plasmatique, une expansion de ce volume qui va permettre une meilleure répartition entre les différents pôles. Mais également une adaptation de la sudation avec une sudation plus rapide, on transpire plus vite, en plus grande quantité, mais également on a une meilleure rétention du sodium. Et dans tout cela, le HIIT training, c'est un procédé d'entraînement qui consiste à exposer le corps à une chaleur importante, à élever sa température corporelle interne pour le forcer à provoquer des adaptations physiologiques, cardiovasculaires et même mentales, on pourrait dire, pour mieux s'adapter, s'acclimater à la chaleur. Les adaptations sont une augmentation du volume plasmatique, une diminution du débit sanguin, une diminution de la fréquence cardiaque à l'effort et au repos, une adaptation de la sudation plus rapide, en plus grande quantité et avec une meilleure rétention des électrolytes. Cela s'accompagne également au niveau du cerveau par une diminution de la sensation subjective d'effort. Et là où ça se complique un petit peu, c'est que pour avoir ces adaptations, il va falloir suivre un protocole de 10 à 14 jours avec quotidiennement 30 minutes à 1h30 de home trainer, de tapis de course couvert pour atteindre et maintenir une température de 38 degrés et demi. Pour atteindre ou maintenir cette température minimale de 38 degrés et demi, on a deux solutions. Soit le capteur de chez Core Body Temp, comme ceci, soit le bon vieux thermomètre rectal. Également, au niveau du protocole, il est tout à fait possible de cumuler sortie dehors et complémenter avec du home trainer à l'intérieur couvert. Partir par exemple faire 2 heures, 3 heures, rentrer à la maison, monter sur le home trainer, enfiler une couche ou même garder son collant et faire comme ça une demi-heure, 1 heure et demie en HIIT training. Ça permet notamment en hiver de compenser des conditions climatiques pas très bonnes et de ne pas avoir à rouler des heures et des heures dehors. Il est également possible de faire ce qu'on appelle du HIIT training passif au sauna ou dans un bain, mais les adaptations sont beaucoup moins spectaculaires au niveau physiologique, cardiovasculaire, mais surtout mental. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode employée, active ou passive, la clé du succès, c'est la régularité, c'est la progressivité et surtout de maintenir une hydratation correcte et une complémentation en électrolytes. Sur ce protocole de 10 à 14 jours, les premières adaptations à se mettre en place dès les jours 3 à 5 sont l'augmentation du volume plasmatique. Suivront l'adaptation de la fréquence cardiaque, également dans un premier temps l'adaptation de la sudation pour atteindre son pic vers les jours 10 à 14. Si le protocole est maintenu plusieurs semaines, 5 à 8, c'est là que l'on va avoir vraiment une adaptation sur le volume d'hémoglobine, sur la concentration en globules rouges, on va voir ça après, et donc une véritable amélioration des performances.
Les performances vont être améliorées en conditions chaudes, ce qui va surtout permettre de ne pas avoir un effondrement du niveau dû à la chaleur. En température tempérée, les études sont beaucoup plus mitigées sur le gain de performance. Et le gain de performance avec le HIIT training est également une meilleure tolérance au lactate et une moindre utilisation du glycogène musculaire. Et si le HIIT training est surnommé l'entraînement en altitude du pauvre, c'est parce qu'après plusieurs semaines d'adaptation, d'entraînement, 5 à 8 minimum, on assiste à une meilleure capacité du corps à utiliser l'oxygène. Cette capacité est liée à l'expansion du volume plasmatique, donc la partie liquide du sang qui va augmenter avec l'acclimatation à la chaleur, mais cette augmentation du volume plasmatique ne s'accompagne pas par une augmentation du volume de globules rouges, donc les petits trucs qui sont capables d'utiliser et transporter l'oxygène. Et dans un premier temps, on va assister à ce qui s'appelle une hématodilution, c'est-à-dire une dilution de la quantité de globules rouges dans le volume plasmatique. Cette diminution du volume de globules rouges va être interprétée par les reins qui va lancer une grande opération survie, création de globules rouges via un processus qui s'appelle l'érythropoïèse. Et là, on va avoir une augmentation du volume de globules rouges, donc de la capacité à utiliser l'oxygène à l'effort. Et pour nous, alors, en gravel, en bikepacking, en ultra, quel est l'intérêt de s'infliger un tel protocole ? Eh bien, tout simplement parce que parfois en bikepacking et surtout en ultra, on n'a pas le choix. On doit rouler aux heures les plus chaudes de la journée. Certes, les heures les plus chaudes sont aussi le moment de faire une micro-sieste, mais comme son nom l'indique, une micro-sieste ne dure pas 4 heures. Donc il y a forcément un moment donné où on va être obligé de rouler dans la chaleur. Et dans les grosses périodes de canicule, il fait très chaud dès 11 heures du matin, parfois même jusqu'à tard dans la journée. Donc être capable de bien supporter cette chaleur et apporter au corps cette capacité à bien refroidir, c'est hyper important justement pour éviter le coup de chaud, vivre un super moment sur le vélo et éventuellement éviter un abandon dommage. Et comme on l'a vu, l'acclimatation à la chaleur se fait avec un protocole très rapide, 10 à 14 jours. Si l'on prolonge, on peut avoir une adaptation vraiment plus forte sur le gain en performance pure. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que être bien adapté à la chaleur, bien acclimaté, c'est ne pas ralentir. Et c'est la clé finalement d'une bonne expérience en ultra. On ne va pas parler forcément de performance, mais en tout cas de bien s'éclater en ultra ou en bikepacking, c'est de ne pas ralentir. Ce n'est pas forcément d'aller plus vite, mais au moins de ne pas ralentir. Et de ne pas ralentir sous le coup d'une hypo fulgurante ou d'un énorme coup de chaud qui va t'obliger à t'arrêter ou à ralentir. Et attention, on parle d'acclimatation à la chaleur, donc avec un protocole de 10 à 14 jours minimum. Mais si l'on ne fait rien en termes d'acclimatation à la chaleur pendant 4 semaines, on perd le bénéfice de cette acclimatation. Pour continuer à développer et à maintenir cette acclimatation, il faut faire 2 séances par semaine pendant 8 semaines. Si l'on ne fait qu'une séance par semaine, on se contente de maintenir son acclimatation. Bon, tu l'as compris, je suis un grand fan du HIIT training que je pratique depuis juin 2025 et c'est vrai que je suis un grand fan de cette méthode aussi parce que je supporte très mal la chaleur. J'ai toujours très mal supporté et maintenant ça va beaucoup mieux. L'été dernier, j'ai fait le Tourmagne dans une période de canicule. Alors oui, j'ai eu chaud, mais j'ai quand même bien supporté la chaleur et je n'ai pas eu ces gros coups de mou, ces gros moments d'arrêt qui faisaient que je ne supportais pas du tout la chaleur. J'ai roulé sous la chaleur et ça allait plutôt pas mal. Et ça n'empêche pas les précautions de base, bien entendu, l'hydratation et un soin apporté à la tenue vestimentaire qui favorise la thermorégulation. Donc je pense que si l'on envisage un parcours, un défi personnel, une épreuve bikepacking, une épreuve ultra ou un voyage dans des conditions qui vont être chaudes, dans un pays chaud et spécialement un pays chaud et humide, eh bien faire cette acclimatation à la chaleur fait complètement partie de l'entraînement. On veille à faire des kilomètres, on veille au chargement de notre vélo, à emmener un vélo fiable. Eh bien je pense que lorsque l'on va rouler dans des conditions chaudes, l'acclimatation à la chaleur fait partie de la préparation, fait partie de l'entraînement et permet d'utiliser son potentiel vraiment à son meilleur et de profiter de tous ces efforts faits sur l'entraînement, sur le vélo, sur les sacoches, sur le chargement, sur la qualité du parcours et de la trace. Et ça serait quand même dommage de voir tous ces efforts gâchés par un banal coup de chaud qui va forcer à l'arrêt et qui peut-être, si l'on n'est pas prêt à ça, à se dire c'est bon, je suis à l'arrêt, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma vie, je m'arrête et je rentre à la maison.
Alors qu'en réalité, avec un petit peu d'expérience, avec un petit peu de recul, et c'est ça aussi le mental, c'est la capacité à maintenir une bonne décision, à prendre des bonnes décisions sous fatigue, sous charge, et c'est la capacité à se dire, là c'est le coup de chaud, oui je m'arrête, mais je m'arrête pour faire refroidir un petit peu le moteur. Quand le moteur va avoir refroidi, eh bien je vais pouvoir recommencer à m'alimenter, à m'hydrater et à repartir. Tout n'est pas perdu. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le coup de chaud, sur le coup de chaleur, sur l'acclimatation à la chaleur, sur le heat training t'a apporté des informations utiles, que tu vas pouvoir les mettre en application. Eh bien, si tu envisages d'aller rouler au soleil, d'aller rouler dans la chaleur, et encore pire, d'aller rouler dans la chaleur humide, eh bien, je t'y encourage vivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.